début du 21e siècle, fin du 20e siècle. Il faut se rappeler tout ça. Il y avait l'écroulement de l'Union soviétique, la montée des forces radicales islamistes des talibans en Afghanistan. Et d'un côté, au milieu de tout ça, la montée de la Chine aussi qui commençait à sortir de son état vraiment maoïste. Et au point central de tout ça, il y avait l'Asie centrale, avec le Pamir en particulier qui faisait le coin donc entre la Chine, l'Afghanistan et l'ex-Union soviétique. Et puis toutes ces terres d'Asie centrale où on savait pas très bien, où tout se jouait, on savait pas très bien ce qui allait se passer. On savait pas très bien si ça allait être une victoire du libéralisme à l'occidental ou une victoire de la mafia, du système mafieux russe, ou au contraire un retour à l'obscurantisme islamiste radical importé d'Afghanistan. Et parallèlement, il y avait cette idée que aussi le monde changeait aussi d'un point de vue technologique, des modes de communication, le début d'Internet, de l'apparition du téléphone portable, le début d'Internet, l'idée que la société industrielle était derrière nous et que nous allions aller dans un monde complètement virtuel, dématérialisé, etc., etc. Enfin tout ça. Et l'idée c'était tout ce coin-là était donc en plein trouble politique et personne ne ramenait jamais d'image parce que c'était finalement un conflit qui intéressait pas beaucoup les médias parce que pas assez spectaculaire, parce que des contrées trop lointaines, qu'on prenait pas encore bien conscience de cette notion de déséquilibre qui allait naître de l'effondrement du régime soviétique. Et je me disais comment se fait-il que ces gens-là n'ont pas d'image, et donc je suis parti pour leur rendre une image aussi. Et en sillonnant toutes ces régions, j'ai accumulé des expériences de vie, aussi bien la mienne que les gens que je rencontrais, des situations, comment est-ce que moi je réagissais à des situations, comment est-ce que je les vivais, quelles situations je rencontrais, cette situation de tension permanente partout et d'incertitude partout, parce que la grande industrie locale était l'enlèvement. Cette idée aussi de se confronter à des choses lourdement industriel, puisque justement il y avait toutes les grandes usines de l'Union soviétique étaient dans cette région-là, avaient été déportées dans cette région-là. Donc l'usine d'aluminium, par exemple, est la plus grande usine d'aluminium du monde. C'est là où ils fabriquaient des armes, des avions, des choses comme ça, évidemment. D'être confronté à tout ça, d'être confronté à cette culture d'Asie centrale qui est à la fois si loin de la nôtre et si proche de la nôtre. C'est-à-dire que c'est pas comme être parachuté dans une jungle incroyable et tout ça. Les gens, on peut les comprendre, les appréhender. Et ensuite, cette idée aussi qui m'intéressait beaucoup de parallélisme entre les histoires que nous pouvions vivre. Cette espèce de parallélisme de la croyance dans un monde moderne qui a été le paradigme jusqu'à l'effondrement de l'Union soviétique, qui a été vécu de la même façon, mais de l'autre côté finalement, comme un effet de miroir. Je me rappelle toujours de mon garde du corps et chauffeur qui un jour me dit, alors quand on était sur la frontière afghane, me dit voilà, regarde, tu vas voir ce soir ici il y aura de la lumière et de l'autre côté ce sera tout noir, en me montrant l'Afghanistan. Bon, c'est le seul problème, c'est que c'est resté tout noir de partout, quoi. C'était pas très rassurant. Mais enfin cette idée que il y a une petite ville comme ça à la frontière afghane du Tadjikistan qui s'appelle Karog, où il y a une université qui est incroyable. Il y a vraiment 2000 habitants, c'est au milieu du désert, à 3000 mètres d'altitude. Et il y a une université, mais qui est aussi grande que Jussieu, par exemple. C'est tout ce monde-là quoi, qui m'intéressait. Donc j'ai vécu toutes ces anecdotes, je les ai bien écrites, bien notées. Et j'ai écrit une collection de tous ces moments. Ce sont des moments comme ça, et après je les ai reliés avec une fiction. Fiction qui a été incarnée par Melville. Et Romain et Caroline Dusset. C'est lui qui est là aujourd'hui. Mais ça, tout le travail de Charles qui vient en fait de ses expériences à lui, de ses voyages, d'autres films qu'il a fait en plus dans le genre documentaire comme Le Pont du Trieur ou plus expérimentaux comme certains films d'art qu'il a fait. Quand il me propose Chimkent Hotel, je vois pas ça du tout et il m'en parle pas. Il me propose vraiment un film conventionnel avec un scénario, des personnages bien campés, ce récit qui est un petit peu construit de façon particulière. Mais enfin, moi, je connaissais pas le passé de Charles en tant que voyageur et en tant que personne travaillant plutôt dans l'art contemporain. Donc j'ai vu un scénario que j'ai beaucoup aimé, sans savoir vraiment dans quoi je m'embarquais. Ni de même façon Romain Duris et Caroline Dusset et puis les deux autres acteurs français qui sont dans le film. On avait envie de partir avec Charles, il nous avait parlé de ces régions-là, on aimait le scénario, on aimait l'idée des personnages, mais on savait pas vraiment à quoi on allait être confronté. Et donc ce qui était vraiment passionnant, c'était qu'une fois qu'on était sur les lieux,
Charles était obligé d'avoir recours à des subterfuges pour qu'on ait accès à ces usines. Donc quand on a tourné dans l'usine, on était soi-disant des reporters de France 3 régions, de je sais plus quelle région il avait inventé de France, pour que les gens nous laissent entrer dans l'usine et sans être trop méfiants, parce qu'il y a toujours une sorte de suspicion, même un effet un peu KGB dans ces régions-là, très paranoïaque. C'est ce que le film raconte d'ailleurs, une espèce de parano généralisée qui atteignait aussi la fabrication de ce film-là. Donc c'était une aventure qui s'est développée, qu'on a découvert en étant plongé dans cet univers-là que Charles connaissait déjà, mais il nous avait un peu masqué cet aspect-là du décor pour justement préserver peut-être notre innocence, notre insouciance, et qu'on ait l'impression qu'on joue vraiment un film, enfin qu'on soit embarqué nous dans la fiction et qu'on amène une fiction, qu'on implante une fiction dans cette réalité-là, quoi. Et ça m'a fait penser à une chose. Hier, il y a eu, peut-être vous avez aussi assisté à une autre séance de la Fabrica avec Chiara Mastroianni animée par Jean-Marc Lalanne. Et vous avez beaucoup parlé d'une sorte de confrontation entre l'acteur et le personnage. À un moment donné où ces personnages de fiction sautent, parce que là on parle de la réalité qui vient, enfin, qui émerge. Mais est-ce qu'on peut poser la question à l'inverse dans ces films-là? Est-ce qu'à un moment donné, les personnages de fiction a sauté, a pris... ou à quel moment précis, enfin... Le personnage de fiction, il a sauté assez vite parce que il y avait un tel décalage entre ce que nous on avait en tête, ce qu'on était censé jouer et l'histoire qu'on était censé ramener, et ce que les gens vivaient autour de nous et la façon dont ils nous percevaient. C'est-à-dire que jamais ils imaginaient qu'on était en train de jouer un rôle, jamais ils imaginaient qu'un film français puisse venir s'intéresser à leur région et qu'on fasse partie d'une fiction et qu'il y ait un projet derrière. Donc on était toujours confronté à des gens beaucoup plus naïfs dans certains sens. Et donc la difficulté, c'était de réussir à les embarquer de nous en tant qu'acteurs. Et Charles, lui, était tout seul dans l'équipe technique. Donc effectivement, il n'y avait pas un aspect de film conventionnel, il y avait un côté plus reportage. Mais nous, notre rôle, et Charles nous poussait vachement là-dedans, c'était d'aller vers les autres et de jouer avec eux comme s'ils étaient des acteurs. Donc quand on est dans l'usine par exemple et qu'on doit relever un chèque, on doit prendre un dossier, on arrivait dans les bureaux, les gens comprenaient pas du tout ce qu'on foutait là. L'usine, c'était intéressant quand même parce que il y avait des discussions qui s'installaient vraiment. On aurait pu faire un film d'1 heure et demie sur ce qui se passait dans l'usine, ça aurait été plus radical peut-être d'une certaine façon. Mais c'était intéressant parce que les gens de bonne foi commençaient à travailler vraiment avec les comédiens. Donc ils racontaient des choses absolument incroyables. Ils racontaient comment ce qu'avant, ils détournaient tout, ils vendaient tout de leur côté, qu'ils n'étaient pas payés, mais qu'ils vendaient tout dans leur famille. Et ils détournaient un pourcentage. Finalement, les ouvriers se servaient, détournaient un pourcentage et vendaient au marché noir. Comment ce que l'usine marchait très bien parce que l'Union soviétique achetait tout. Donc il n'y avait jamais eu de problème de rentabilité qui se soit jamais posé. Et comment est-ce qu'aujourd'hui, ils comprenaient rien de ce qui se passait, ils regrettaient vraiment le monde communiste. Et ils mettaient en garde Romain et Melville et Caroline en leur disant, mais vous savez, tout est en train de s'écrouler, il faut que vous rentriez chez vous, quoi. Ouais, parce qu'au bout d'un moment, ils en étaient vraiment venus à croire à la fiction qu'on était en train de leur raconter. Ils pensaient vraiment qu'on était là pour faire du business, qu'on allait racheter une partie de l'usine. Donc il y avait constamment ce décalage jusqu'à un point où, à un moment, on est dans un petit village un peu perdu quand on est en fuite. Et un des types qui nous a hébergés a aussi fomenté notre enlèvement, puisque c'est effectivement le sport national là-bas, jusqu'à ce que Charles découvre son plan et arrive à retourner le type pour qu'il fasse le rôle du mec qui essaye de nous enlever lui-même dans le film, quoi. Donc il y avait constamment une espèce... C'est celui qui est très sympathique avec un petit chapeau, tout le monde le trouve toujours très sympathique, le Kirghiz. Et effectivement, il était en train d'organiser notre séjour longue durée là-bas. Et on a pu partir donc après comme ça avec une autre voiture. On s'est échappé avec une autre voiture qui avait pas de phare. On était à 4000 et quelques mètres d'altitude. Et on descendait, et Melville et Romain et Caroline me disaient, c'est normal, tu nous avais dit qu'il ne fallait pas rouler la nuit. Non, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Et on a terminé, on a descendu, le chauffeur s'arrêtait tous les 100 mètres, regardait la route, remontait à la voiture, avançait 100 mètres, 200 mètres, suivant les tournants qu'il avait vus, arrêtait à nouveau la voiture, regardait la route, et on avançait comme ça, on a fait... Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une tendance qu'il y a beaucoup dans le cinéma, et même depuis que j'ai fait Shimkent, j'ai eu beaucoup de metteurs en scène qui sont revenus vers moi avec ce genre de projet, à savoir prendre un acteur et le transplanter dans un univers et de le filmer comme une espèce de présence de fiction dans un monde réel. C'est une espèce de leitmotiv dans le cinéma. C'était la première fois que je le faisais avec Charles.
l'intérêt dans ce genre de choses, c'est que pour un acteur, en tout cas, c'est aussi de partir à l'aventure et de s'en remettre totalement au metteur en scène parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Charles a toujours des projets assez risqués dans un certain sens. Là, en Asie centrale, effectivement, on a risqué de se faire enlever. Romain Duris a failli se faire fusiller sur place alors qu'il conduisait une bagnole alors qu'il n'avait pas le droit. Tout le monde a été plus ou moins malade, mais enfin, Charles avait quand même les choses en main et j'ai toujours eu confiance en lui, ce qui fait que même si c'est vraiment l'aventure parce qu'on ne sait pas trop ce qui va se passer, on arrive quand même à se concentrer sur le travail et c'est pas, ça se transforme pas en n'importe quoi, même si sur son film d'après. Enfin, je crois que c'est important de dire que c'est pas un... Bien sûr qu'il y a des anecdotes sur le film, bien sûr que la situation était assez tendue parce qu'on tournait dans un pays pratiquement en guerre, mais c'est ni le sujet ni vraiment le mode opératoire du film, quoi. C'est-à-dire que jamais, ayant tout repéré, vu les situations, il y a des moments où on était borderline, mais c'était pas se précipiter sur un champ de mine et voir qui perdrait sa jambe en premier, quoi. C'est vraiment du cinéma et c'est vraiment une expérience de cinéma. C'est pas une expérience extrême. Mais tu savais en nous emmenant là-bas qu'on serait dans un état un petit peu spécial quand même. C'est aussi ça que tu avais envie de filmer, c'est ça que le film raconte. C'est-à-dire que c'est quand même aussi des personnages qui perdent totalement leurs Bien repères sûr. et qui, avec leur naïveté de départ, se retrouvent embarqués dans un univers. Et tu savais très bien en nous amenant là-bas que ce qui allait se passer dans la réalité rejoignait plus ou moins l'histoire que tu avais toi-même vécue Bah, et bien sûr. écrite. Enfin, déjà, ça a l'air un peu dangereux, oui, effectivement, de tourner en Asie centrale, puis de pas avoir des repères pour certaines situations, certains personnages. Il y a Lucie, mais il y a aussi les moments de l'enlèvement qui est assez impressionnant quand on sait que les autres ne sont pas des acteurs professionnels. Donc, il y a ça d'un côté, mais des questions que je voulais aborder, c'est justement cette idée que tu viens de poser, mais lui, là, comment ces films, c'est une sorte de documentaire aussi sur ce que c'est qu'un tournage, sachant qu'il y avait un point de départ qui était un scénario, il y avait un contexte voilà, qu'on ne pouvait pas contrôler, mais c'est en quelque sorte c'est un documentaire. Enfin, les films documentent aussi un processus de travail. Je ne sais pas si vous voulez. Bah, Vous avez le procès, c'est le sujet du film, quoi. Donc, un procès, vraiment un procès artistique en quelque sorte, un procès de travail. C'est des questions qui sont apparues très fortes hein, à un moment donné, quoi, à cette fin de XXe siècle. Ils sont apparus très très fortement dans l'art d'abord, et puis un peu partout dans la société. C'est qu'est-ce que c'est qu'un process, qu'est-ce que c'est que lancer la boule et de voir où elle va, qu'est-ce que c'est que est-ce que les interactions entre les gens sont pas plus importantes que finalement ce que ça produit. Comment est-ce qu'on peut contrôler aussi ce que ça produit, c'est tout ça. Et je pensais que le cinéma, enfin, je crois toujours, et beaucoup de gens l'ont cru, que je sais pas, ça, que le cinéma est un outil fantastique et merveilleux justement pour ça. Moi, c'est aussi la chance que j'ai eue de rencontrer Charles, c'est qu'il m'a donné accès à ce monde de l'art contemporain qui, au début des années 2000, a fait beaucoup de films. Enfin, en tout cas, s'est saisi des questions de cinéma dont le cinéma s'était un peu détourné. Des questions formelles, des questions sur la narration, en ayant commencé dans les années 80 et notamment avec Raoul Ruiz, qui était aussi un petit peu théoricien du cinéma d'une façon surréaliste et amusante, mais enfin quand même qui posait des vraies questions de fond sur la narration, sur le scénario, sur les plans. Il avait beaucoup de théories, Raoul, sur la durée des plans, la grammaire du cinéma. Et c'est vrai que c'est peut-être ce que le cinéma expérimental faisait dans les années 70 s'est transformé un peu en arrêt-essai, puis au bout d'un moment, ça s'est complètement essoufflé. C'est des questions formelles et théoriques que le cinéma a totalement abandonné pour se concentrer plus sur quelque chose de plus industriel. Et le cinéma contemporain, j'ai eu l'impression à cette époque-là, a pris le relais de toutes ces questions-là, avec notamment les films de Charles, la production Anna Sanders Film qui a produit Philippe Parreno, Pierre Huyghe et tous ces gens-là. Et quand j'ai rencontré Charles, j'ai rencontré aussi ces gens-là qui se posaient des questions, même formelles, comme une espèce de laboratoire expérimental. Ça, c'était plus du cinéma expérimental, mais enfin, c'était quand même une expérimentation. Douglas Gordon aussi, avec ses histoires d'installation de plusieurs écrans, quand il a refait Psychose, 24 Hours Psycho, enfin, ce genre de questionnement qui était complètement, que le cinéma avait abandonné, quoi. Voilà, donc enfin, c'est aussi ça qui m'intéressait en tant qu'acteur, c'est de continuer à explorer une dimension expérimentale au travers des films dans l'art contemporain, quoi. Justement, parlant d'expérimentation formelle, il y a aussi une expérimentation formelle esthétique enfin, assez évidente dans les films, hein. On parlait tout à l'heure avant de la caméra, cette espèce de caméra magique que vous avez construite pour les films. Si vous pouvez parler un peu Ce de qui est ça. intéressant dans ce film, de ce point de vue-là, c'est aussi un effet de
période. C'est aussi le moment où on commence à dire, tiens, finalement, on peut tourner en numérique, enfin en numérique, on peut tourner en vidéo. Euh, et, euh, et c'est un film qui, en fait, moi, ouais, tout ça, c'est vraiment un effet de génération. On qui s'est bâti contre, dirions-nous, la vidéo telle qu'elle se pratiquait dans les années. On se pratique toujours contre quelque chose, malheureusement, parce que parfois après, on se rend compte que c'était pas très malin, mais contre la vidéo telle qu'elle se pratiquait dans le journal intime, dans l'art contemporain, dans toutes les années 60, 70, quand la fin des années 60 aux années 80, et où au contraire on voulait reprendre les codes du cinéma, mais en détruisant la lourdeur, en détruisant les principes de base de fabrication. Et on voyait pas pourquoi comme le disait Spielberg, alors il a toujours fait le contraire, pourquoi est-ce qu'on peut pas, un enfant de 5 ans pourrait pas faire un film génial tout seul. Et donc le parti pris était de faire un film tout seul avec les outils de la vidéo de l'époque. Alors après, il y a une invention formelle dans le sens où j'avais remarqué que la vidéo numérique qui commençait à apparaître, c'était le moment où les TV commençaient à apparaître, ne me permettait pas de contrôler la matière de l'image, de contrôler les objectifs, et rendait des rendus très plats avec des peaux toutes lisses, qui à mon sens nuisaient justement au langage du cinéma, nuisaient aux acteurs, aux expressions des acteurs, nuisaient à une certaine jouissance de la beauté formelle du cinéma, qui était quelque chose qui nous fascine et qui me fascine. Et donc j'avais fait des recherches. Mon premier film, je l'avais tourné comme ça avec une HI8 bricolée, réadaptée. Et là, c'est la première Beta SP, qui était une caméra qui est apparue en 79, et c'est le premier modèle. Qui avait été démonté. En fait, j'avais gardé que le capteur, enlevé toute l'électronique qui gère la façon dont les images sont stockées, c'est-à-dire qui donne les couleurs, qui donne tout ça. Et j'avais la différence entre le cinéma, pour faire rapide, et la vidéo, c'est que le cinéma, comme un appareil photo, a un plan film, donc l'objectif refocalise la lumière sur un plan film qui est plan, alors que la vidéo, au contraire, décompose la lumière en des flux de couleurs. Donc c'est un prisme, comme le truc de Pink Floyd un peu, vous voyez. Et donc il n'y a pas de plan film, donc on peut pas mettre les objectifs de cinéma sur les caméras vidéo. Et là, j'avais filmé tout à travers un miroir qui renvoyait la lumière. Donc le miroir servait de plan film et renvoyait la lumière sur le capteur de la caméra vidéo. Et j'avais donc travaillé ça pour avoir cette qualité d'image un peu particulière qui me semble avoir une esthétique qui correspondait bien à la situation et qui correspondait bien à ma volonté de faire du cinéma avec des acteurs et de ramener une image travaillée tout en faisant le film tout seul. Est-ce que justement dans ces contextes un peu particuliers d'invention formelle et d'équipes, des tournages très très réduits, j'imagine, parce qu'il y avait lui, les acteurs. Je pense le machiniste. Est-ce que justement les gestes de l'acteur changent ou les rapports avec cet instant qu'on imagine un peu sacré de la caméra cinéma? Ça m'est apparu ce que tu dis de façon plus flagrante quand j'ai fait un film à la même période avec Raoul Ruiz qui se passait dans plusieurs époques, et Raoul avait choisi pour filmer l'époque contemporaine de faire un tournage en DV, en mini DV, et tout à coup toute l'équipe qui le reste du temps pendant le tournage tournait avec un équipement 35 mm avec les projecteurs et tout ça, tout à coup pour avoir cette texture d'image contemporaine de l'époque, c'était la même équipe, sauf que la caméra était devenue cette petite DV microscopique, et il y avait tout plein de gens qui s'activaient autour de cette caméra, et les gens savaient plus quoi faire de leurs mains, puisque la caméra gérait absolument tout. Et donc là, je me suis retrouvé même en tant que comédien à jouer devant un petit machin comme ça qui avait l'air de rien du tout. Et comme tu disais, il n'y avait plus du tout le moment solennel, cette espèce d'objet. Parce que quand on est comédien, je sais pas si ça se sent quand on n'est pas comédien, mais il y a quand même ce regard énorme, cet œil tout noir et un peu imposant de la caméra, notamment quand c'était en 35 avec les objectifs, a fortiori quand c'est en scope. Enfin, je veux dire, il y a quand même une présence de la caméra qui est votre premier spectateur et qui vous regarde comme un œil un peu angoissant parfois, qui peut l'être en tout cas. Et tout à coup, cette grosse caméra avec le clap, le dispositif, les gens qui savent faire, était remplacée par une petite caméra où il suffisait d'appuyer sur le bouton et il n'y avait plus personne qui touchait à rien. Donc il y avait aussi ce décalage. Tu avais l'impression que c'était plus du jeu, que c'était plus sérieux, que c'était autre chose, quoi. Dans le film de Charles, c'était inclus, sauf que la caméra était effectivement bricolée. Donc je pense aussi que, au-delà de l'aspect esthétique,
il y a aussi un côté technique qui est important pour un acteur de se dire qu'on n'est pas filmé par un téléphone. Enfin, je veux dire, on joue pas pareil, en tout cas, quand on est filmé par un téléphone ou par une caméra 35, on s'adapte aussi. Puis avec l'expérience, on sait bien que la lumière réagit pas de la même façon. Mais enfin, tout ça, c'est effectivement des questions. Pareil par rapport au jeu d'acteur, le fait de savoir qu'on doit prendre en charge aussi des gens qui sont pas au courant qu'on tourne, donc la réalité, ça change complètement notre rapport d'acteur. On doit être beaucoup plus interventionniste, on doit bouger différemment, on doit suivre. Je crois que c'est plus à la racine, même, vous avez été confronté, où vous deviez réécrire vous-même ce qui était déjà écrit, parce qu'il y avait la question de la compréhension de ce qui se passe est beaucoup plus forte, beaucoup plus une question, à mon avis, à mon sens, après cette expérience majeure. C'est-à-dire que l'acteur, souvent, a des défenses qui sauvent le réalisateur, souvent aussi parfois quand on est sur un plateau classique, puisque le comédien, par définition, c'est son métier, il aligne les films, il aligne les expériences et il se nourrit de tout ça. Et donc il arrive sur le plateau avec toute une armure et des réflexes et une bonne quelque chose qui fait que quand on dit moteur, eh ben on sait qu'il va se passer quelque chose d'extraordinaire. Alors que là, la chose extraordinaire qui pouvait arriver ou ne pas arriver venait de la capacité qu'avaient ou pas les comédiens de comprendre la relation entre ce qu'ils avaient comme texte à dire et la vraie situation et le vrai extérieur. Donc ils devaient comprendre ce que disaient les gens, comprendre ce qui se passait, comprendre ce que ça voulait dire par rapport à leur jeu et leurs émotions. Et je pense que ils ont été assez remarquables. Non, mais en plus, ces questions-là, moi, je les ai retransposées après dans un petit film que j'ai fait qui passe dans le cinéma qui est au premier étage, où sous l'influence de Charles, je me suis dit effectivement, j'allais te filmer dans le contexte de ma famille. Donc ma femme, ma fille et puis un ami avec qui on était parti en vacances. Et j'ai filmé les vacances de leur point de vue comme si je faisais un espèce de home movie, sauf qu'en tête j'avais un scénario plus ou moins. En tout cas j'avais une situation que j'avais envie de filmer, de fictionnaliser. Et pendant toutes les vacances j'ai joué un rôle au milieu de cette famille que j'ai filmé. Et après j'en ai transformé. Au montage j'ai créé une histoire et on voit bien que moi je joue un rôle. Et les gens qui étaient avec moi pendant ces vacances-là, notamment ma femme, m'a quitté après le tournage en me disant elle avait trouvé ça assez violent de se faire filmé et fictionnalisé comme ça et qu'elle me trouvait bizarre pendant ces vacances-là. Souvent, elle me disait, mais pourquoi tu dis ça, t'es bizarre? Et elle se rendait compte que la caméra était posée dans un coin et qu'en fait, j'étais en train, moi, de me faire un espèce de film. Mais ceci dit, c'était très intéressant parce que quand on regarde le film, les gens qui le voient se disent pas que c'est la réalité qui est capturée, mais ils pensent que les gens jouent vraiment un rôle. Et à tel point que quand je l'ai montré à la nounou de ma fille a dit mais fais attention, ton copain est en train d'avoir une relation avec ta femme. Enfin, elle avait décelé tout un réseau d'histoires qui se passaient alors que personne n'était vraiment au courant de ce que je filmais. Donc tout ça, c'est des questions un peu théoriques et expérimentales, mais qui moi, depuis que je suis petit, ayant été bercé par Ruiz, m'intéressent beaucoup dans le cinéma. C'est-à-dire à quel moment est-ce qu'on est conscient qu'on joue, est-ce qu'on peut se permettre de filmer quelqu'un à son insu, et est-ce qu'on est vraiment à se filmer à son insu à partir du moment où il y a une caméra qui rentre dans la pièce. Et donc tout ça, c'est des questions que j'ai développées aussi grâce à Charles. C'est des questions cinématographiques, esthétiques, mais c'est aussi des questions politiques. Enfin, je veux dire, est-ce qu'on a le droit de filmer l'autre quand il n'est pas conscient qui va être objet d'un film? Enfin, je sais pas, c'est des questions que moi je me pose, qui ont été déjà posées par l'histoire du cinéma, mais je sais pas si... enfin, la question politique des Porosan, est-ce que les travailleurs de l'usine sont conscients qu'ils participeront dans un film ou pas? Non, mais ils sont conscients qu'ils participent à un film, puisque c'est la base de données qui voit la caméra et que la caméra n'est pas discret, puisqu'on était ça. Après, la chose qui était dure, difficile à comprendre pour eux, c'est qu'ils voyaient bien qu'on faisait pas, comment dire, qu'on n'était pas une télévision, quoi, qui vient 30 secondes et puis qui s'intéresse à ce qu'elle veut et qui repart. Et donc ils avaient du mal à appréhender. Et après, au contraire, ça faisait basculer les choses. Ils avaient du mal à appréhender le fait qu'on soit tout le temps là et qu'on leur pose des questions et qu'on interagisse. Et c'est ça qu'ils ne comprenaient pas. Ils ne comprenaient pas pourquoi est-ce qu'on interagissait aussi fort. C'est que ce qu'ils ne comprenaient pas, c'est pas le fait qu'on fasse un film. Ce qu'ils ne comprenaient pas, c'est le fait de pourquoi on faisait ça comme ça et pourquoi on faisait pas un reportage et pourquoi... voilà, c'est ça qu'ils ne comprenaient pas. Et après, quand ils ont commencé, ça s'est même renversé un peu en sens inverse, c'est parce que du coup, ils ont pensé qu'on était même surinvesti, parce qu'ils disaient, mais c'est extraordinaire, ces gens qui viennent de si loin, alors que nous, on n'a pas de quoi manger et tout, et qu'il n'y a rien, et que ça, ils viennent de si loin pour s'intéresser à nous. Et donc, ça a renversé, au contraire, je dirais que nous, le point de vue politique qu'on avait était presque un peu au-delà, c'est qu'à un moment donné, ça devenait tendu sur le fait de freiner les gens, de leur dire, bah, attendez, vous inquiétez, ne surestimez pas non plus ce que nous faisons, on n'est pas des...
Est-ce que dans ce contexte très très particulier de ces films, vous les acteurs, vous étiez plutôt des complices du réalisateur ou vous avez laissé aller à partir de ces Non, ils ont été très méchants une fois. Bon. Ouais, quand Romain a eu des ennuis, vous avez été tous très désagréables avec moi. Non. Mais après, ça c'est. Non, bon, on était complices parce que on savait bien que Charles avait besoin de nous pour faire aussi que les choses prennent et qu'il ait du matériel et que les scènes qu'il avait en tête. Mais il y a quelqu'un qui a fait un film un peu avec ce concept-là qui s'appelle Antoine D'Agata, j'imagine que tu connais, qui est un photographe, qui a réalisé un film, de ses premiers films, depuis il en a fait d'autres, mais un de ses premiers films, en fait, il avait écrit un scénario d'un film qui se passerait au Japon, sans connaître le Japon, et après il est parti au Japon avec sa caméra et il a vécu sa vie au Japon en fonction de ce qu'il avait écrit, pour essayer de retrouver les situations dans la réalité qu'il avait déjà couchées sur le papier. Et donc c'est une espèce de procédé d'appréhension du réel. Bon, c'est ce que fait D'Agata dans son travail, mais je veux dire qu'il est hyper intéressant de savoir à quel moment est-ce que la réalité se transforme en fiction. Est-ce que c'est quand il y a une caméra, c'est forcément de la fiction? Enfin, ce genre de questionnement qui participe de ce que raconte Charles. Après, Charles, il se trouve qu'il a évolué et qu'aujourd'hui, je pense qu'il n'est pas forcément dans les mêmes questionnements. Et notamment le dernier film qu'on a fait ensemble en Chine, qui s'appelle Lady in the Portrait, qu'on a terminé, et qui va sortir au courant de l'année, est un film d'époque, avec un scénario qu'il a coécrit avec un vrai scénariste confirmé, où tout est très écrit, il y a une espèce de volonté même romanesque et épique dans ce film-là, et c'est d'autres questions encore qu'il a voulu mettre en œuvre. C'est-à-dire que cette question de tout ce qu'on évoque, c'est-à-dire la réalité et la fiction, c'est un débat qui était très vivant, je pense, dans les années 2000, et qui aujourd'hui est déjà presque un petit peu passé, quoi. Je veux dire, il y a tellement de documentaires et c'est intégré chez le public et chez les gens qui font du cinéma que cette frontière-là est même plus explorée. Enfin, je veux dire, et il y a une espèce de... Et là, dans le dernier film de Charles, où je parlais en chinois et en mandarin au sein d'une équipe de Chinois avec une grande actrice chinoise, on a développé et on a expérimenté d'autres aspects du métier d'acteur, de la narration, de l'esthétique aussi, qui sont plus contemporaines, du coup. Est-ce que c'est des déplacements vers les romanesques après avoir exploré? C'est même, c'est pas un déplacement vers le romanesque, c'est même franchement un questionnement du romanesque et du romantisme, puisque le film se passe au XVIIIe siècle et il se trouve que d'ailleurs, c'est à côté d'ici. Le film a pris naissance à côté d'ici, à Dole. C'est l'histoire d'un tableau chinois qui est à Dole et qui a été peint par un jésuite de la ville de Dole, Jean-Denis Attiret. Et c'est l'histoire de ce tableau, c'est l'histoire de la rencontre entre cette impératrice maudite et ce jésuite conquérant, et un peu maudit d'ailleurs aussi. Et c'est un espèce de questionnement justement sur ce que c'est que le romantisme, le moment où on commence à dire je. Donc on a toujours ces questionnements de narration. Justement, enfin, moi, j'ai pas vu les films, ces films-là, mais est-ce que ces recherches de romantisme, d'une fiction comme ça, enfin, très, très fictionnelle, ça a quelque chose à voir avec les moments qu'on vit, comme celui-là, dont tout à l'heure on se disait, oui, c'était un moment important et politique et dans l'histoire du cinéma en 2001 quand il a été tourné, toutes les questions esthétiques et des recherches sous les médias que les films posent, et maintenant vous passez du côté du romantisme. C'est pas une question de passer du côté du romantisme, surtout que c'est pas le romantisme au sens... C'est vous savez continuer, c'est toujours c'est le questionnement de qu'est-ce que c'est que la narration. En fait, on a cette impression que les choses à un moment donné s'épuisent ou n'arrivent pas à nous régénérer, et donc les questions du cinéma expérimental des années 70, je dirais qu'elles ont été tellement bien résolues que ce questionnement sur la durée, sur l'expérience de la durée, bah voilà quoi, j'adore les films de Warhol ou tous ces films de cette époque-là, mais en même temps je vois pas l'intérêt, je n'arrive pas moi à ce que ça me motive aujourd'hui, c'est-à-dire dans un autre, ça pour moi c'est une question est autre, et je pense que la narration, est-ce que c'est que la narration, c'est une des questions essentielles finalement, les questions de la représentation et de la narration sont les questions essentielles de tout artiste de quelque discipline qu'il soit d'ailleurs, et que c'est quelque chose qu'on accepte, et qu'on accepte de plus en plus avec la pression justement de ces idées de scénario, on vous emmène de H qu'à Z, de ces idées de séries télé où on doit aller nourrir nos pensées, notre regard, ça, et je pense que donc questionner ça, c'est forcément arriver à un moment donné
à la racine de ce que c'est qu'une narration, de commencer à jouer avec la réalité, et donc à la racine du moment où on a commencé à vraiment en prendre conscience de façon comme un outil. C'est-à-dire le moment de la naissance du romantisme, quoi. Vous dites que vous faites beaucoup de cinéma expérimental que dans vos films. Vous cherchez vraiment à expérimenter et à chercher quelque chose de nouveau. Mais est-ce que à partir de toutes ces expérimentations que vous avez fait, vous avez réussi à définir vos propres codes et votre propre base pour instaurer votre propre style dans les films que vous viendrez à venir, que vous allez bientôt faire en fait? Écoutez, c'est pas vraiment à moi d'y répondre d'une certaine façon, parce qu'en fait, c'est une question de style. Au début, on se dit le style c'est horrible, c'est pour les autres, c'est pour les vieux, c'est quelque chose à éviter à tout prix. Et on a raison. Sauf qu'au bout d'un moment, on se rend compte qu'on a une façon d'avancer, une façon de filmer, une façon de faire, une façon de penser, de raconter, de vivre, qui fait que les images nous échappent et qu'elles deviennent ce qu'elles sont. Et que dans tous mes films, en fait, j'ai beau changer d'endroit, changer de sujet, changer parfois, laisser Melville à la maison, il y a quelque chose qui se dégage, qui fait que les gens reconnaissent tout de suite, en fait. Et ça m'a frappé parce que quand en allant tourner en Chine un film en costume, ce que j'avais jamais fait, évidemment, je maîtrisais rien du film en costume. C'était un monde qui s'est ouvert qui est vraiment incroyable. Il faut commencer à 2 heures du matin, les maquillages pour être prêt à tourner à 8 heures. Dès qu'on veut changer de plan, c'est 4 heures de je sais pas quoi de maquillage, de costume qui bouge, je sais pas quoi. C'est très compliqué, très lourd, très grosse équipe en chinois, en Chine, donc la communication très difficile. Et à la fin, les images sont du même style que celle de Shimkent. Il y a quelque chose qui finit par vous submerger, qui devient votre écriture, quoi. Justement, la question de la langue, enfin, moi, ça m'intéresse beaucoup. Comment ce que c'est de tourner en chinois, enfin, c'est peut-être bête comme question. C'était un cadeau empoisonné de Charles. C'est-à-dire qu'au début, on n'avait pas réalisé, ni lui ni moi, que c'était si compliqué de faire semblant de parler chinois. Enfin, en tout cas, d'être compréhensible en mandarin. Et au début, on a imaginé que j'apprendrais phonétiquement les dialogues et que reproduisant les sons, j'arriverais à reproduire les sons du mandarin et que je serais éventuellement compréhensible. Alors qu'en fait, c'est très difficile. C'est des phonèmes et des tons qui sont très difficiles à maîtriser. Même les Chinois eux-mêmes, entre eux, ont parfois du mal à se comprendre parce que selon la région d'où ils viennent, ils n'ont pas le même accent. Du coup, le sens des mots change. Du coup, il y a eu tout un processus pendant le tournage où je devais apprendre avec un professeur phonétiquement ce que je disais pour au moins être capable de sortir une réplique qui ressemblerait à quelque chose, sachant que les Chinois autour de moi comprenaient absolument pas ce que je leur disais, donc il fallait aussi assumer le côté du charabia que je leur balançais. Et j'avoue que mes partenaires chinois ont été très bienveillants parce qu'ils m'ont jamais fait relever qu'ils comprenaient pas du tout ce que je disais. Il y en a même un, l'empereur de Chine, qui m'a dit que je parlais mieux que l'autre acteur chinois qui parlait vraiment mandarin. Et ensuite, une fois qu'au tournage, on a réussi à se débrouiller pour faire semblant de parler mandarin avec le mouvement des lèvres, en post-synchro, on a fait beaucoup de doublage. Et là, on a passé beaucoup d'heures avec d'autres professeurs pour réussir à être plus compréhensible. À l'arrivée, on est arrivé à un résultat qui... Melville est un peu modeste parce que, en fait, il avait inventé une méthode qui lui est particulière. Melville a appris 2 fois en fait le texte, une fois en français et une fois en mandarin. Il avait un code couleur très compliqué, alors là encore plus compliqué que le mandarin finalement, pour arriver à faire glisser les émotions dans les phrases et tout ça. Et il arrivait après 2 mois et demi passés à juste apprendre le chinois. En fait, le chinois, ça voulait mon scénario. Et il arrivait à se débrouiller pas mal sur la chose, à parler à peu près à 80%. Chose. Après, le problème, c'est que quand il était pris dans le jeu avec les autres comédiens, forcément, la première prise commençait bien, on le comprenait à peu près. Puis après, dès qu'on avançait plus loin pour qu'il joue mieux, on perdait, ça dérapait un peu, quoi. Est-ce que c'était voulu, cette désorientation qui passe à travers une langue étrangère? C'est voulu parce que, encore une fois, c'est la réalité. Quand Thierry est arrivé en Chine, il devait être dans une situation bien pire que celle de Melville, puisque lui n'était pas comédien qui devait faire vivre comme ça. Donc il y a une beauté à voir. Il y a une beauté à voir cette lutte pour le langage, cette lutte pour la compréhension. C'est quelque chose qui m'intéresse énormément, en fait. Comment est-ce que
À un moment donné, on lutte pour se faire comprendre, on lutte pour apprendre, et comment est-ce que son corps, la situation, encore une fois, le rapport entre son corps et la situation permet de faire passer des choses qui ne sont pas forcément exactes et qui reviennent en boomerang, ou au contraire qui passent mieux que du langage. Il y a tout un jeu comme ça qui est intéressant. Question qui est finalement pas étrangère non plus. Bien sûr. Bien sûr, et Melville, après on a refait une post-synchro avec d'autres professeurs de façon plus calme, sans avoir cette pression, sauf que les langues, le lip-sync est déjà inscrit, quoi. Donc c'est ça qui rendait la chose très difficile, et je dois avouer que j'étais un peu sidéré, parce que après, pour les gens de Beijing, pour les autres c'est un peu plus dur, mais pour les gens de Beijing, ils comprennent à 80% ce que dit Melville. Je m'excuse un peu parce que c'est une copie, c'est pas la copie originale, c'est un DCP, et le son vient du DVD, parce qu'en fait le film, le master et les copies ont été achetés par le MoMA à New York, donc j'ai plus rien, et donc on a fait ça spécialement pour ça, et le son est normalement plus large et plus tenu, et là le son a été travaillé avec un système. Il y avait un système de micros, des micros qui étaient disposés comme sur un peu l'enregistrement d'un orchestre symphonique, à l'endroit où on tournait, et qui enregistrait donc tout le son d'ambiance. Et après, il y avait un système de micro canon qui était dirigé sur l'axe qu'on filme. Voilà. Et c'est comme ça qu'on a réussi à faire le film. Après, il y a un montage son, bien sûr, qui étant... En fait, j'aime beaucoup travailler sur le son, j'aime beaucoup travailler sur les matières du son, la façon dont le son amène de l'extérieur du hors-champ dans le cadre, amène du récit qui viendrait d'ailleurs, en dehors du cadre. Et de la même façon, la musique, je travaille, il y a assez peu de musique quand je dans les films. Dans le dernier, il y en a un peu plus, mais il y a assez peu de musique, mais la musique est toujours est comme si j'écrivais le scénario, mais vu d'ailleurs, quoi, d'une autre façon, mais il raconte la même chose, mais vu d'ailleurs, quoi. Le montage son, il est assez abrupt, tout comme le montage image. Hein. Certaines places pleines où ça saute, oui. Les sautes, elles sont souvent dues au fait que c'est la restauration, mais en fait, il est abrupt dans le sens où j'essaie que les chants, c'est pareil, j'essaie de faire expérimenter des situations, c'est-à-dire que le son participe de ça, et que le spectateur se retrouve pas dans quelque chose que je n'aime pas du tout au point de vue aussi bien esthétiquement dans beaucoup de films, cette idée qu'on met le son des dialogues très très forts au milieu, et qu'il n'y a plus aucun son nulle part, où il ne doit surtout pas gêner la personne, le comédien qui dit passe-moi le sel, et il faut que ce soit très fort, et que ça emmène de façon violente le spectateur à aller d'une idée à une autre, ça. Et là, je voudrais que le spectateur, au contraire, soit immergé dans une situation et qu'il lui-même en vive le sentiment, en vive le feeling, le sentiment, et ressente cette situation, que ce soit plus un ressenti et un questionnement qui fasse avancer le spectateur. J'imaginais même, au moment de sortir Shimkent, faire plusieurs montages, avec un montage différent par salle de cinéma, pour que tout le monde et personne ait vécu le même film. Et ça, c'est une idée qui m'intéresse beaucoup, de penser que, en fait, ce soit plus par son expérience personnelle et sa façon de s'imprégner ou pas du film, de le rejeter ou de l'aimer. À certaines scènes, on est heurté, à d'autres, on est en phase, et personne n'a les mêmes ça, parce qu'on sente, qu'on expérimente directement ça, quoi, qu'on ressente l'hôtel comme un enfermement et une prison, ou au contraire qu'on le sente comme un sanctuaire qui rassure au milieu de tout ce monde. Chacun a une réaction par rapport à ça, et c'est dû beaucoup de travail sur le son, notamment. Vous êtes quelqu'un qui est très, j'allais dire obsédé, mais je ne sais pas si c'est le mot politiquement correct, mais en tout cas très intéressé par la représentation du territoire, de l'espace, et enfin, d'une façon très évidente et très immédiate, ça passe par les plans, enfin, par les visuels, mais aussi par les sons. Parce que Charles a fait une exposition à Beaubourg l'année dernière qui a été très remarquée et qui s'appelait Le Train Fantôme. Et en fait, c'était une installation, je sais pas, tu peux nous en parler, moi j'étais pas là malheureusement, mais donc c'était comme un voyage. Dans le travail de Charles, comme disait le jeune homme, c'est pas forcément des tics de metteurs en scène, comme il y en a chez certains metteurs en scène qui pensent que c'est leur style de filmer comme ci ou comme ça et qui reviennent toujours à ce même plan. Charles, c'est plus une conception même du cinéma et une vision un peu au-dessus de la mise en scène et au-dessus de tout ça. Et avec des obsessions très fortes, qui fait qu'on reconnaît son style aussi au travers de questions de la mémoire, du voyage, et là dans son installation, une installation d'art contemporain à Beaubourg, il y avait aussi cette idée de voyage dans les images, de son aussi, c'était quoi le dispositif exactement? En fait, c'était un dispositif sur des écrans, et
Il y a de la source du dispositif est nommée d'ailleurs dans le film, dans Film 15, je m'en rappelais pas d'ailleurs, en faisant le DCP, je m'en suis rendu compte. Quand Melville est dans la voiture et qu'il rêve et qu'on voit passer les images et qu'il dit que les images passent comme sa mémoire, c'est en fait une déclinaison de ça. Donc c'est un dispositif comme ça où les images passent comme si on était dans le bus ou dans le train et les images passent et c'est Paris qui passe comme ça et puis il y a des souvenirs de cinéma qui passent et qu'on n'a pas le temps d'attraper, qui sont déjà partis. Le territoire est fantomatique même quand il est là en quelque sorte. Enfin, c'est un territoire qui se fantasme, j'imagine en quelque sorte. Enfin, ça c'est plutôt un commentaire qu'une question, mais comme spectatrice, quand on voit ce territoire qui est politiquement très particulier à ce moment-là en plus, on a l'impression que c'est presque comme les récits d'aventure classiques, un territoire en quelque sorte fantasmé, et dont ces personnages vont à la rencontre. Enfin, je ne sais pas si vous avez pensé... mais en tout cas, même quand c'est très physique et très présent, on a l'impression qu'on ne peut pas les saisir, que c'est en quelque sorte un territoire fantôme. Comment ça s'est passé un peu pour la partie fiction, entre guillemets, disons, du tournage? Parce que j'ai remarqué, par exemple, que vous aviez filmé les extérieurs, elles sont toujours cramées. Et je trouvais que c'était une très belle idée de cinéma, de faire disparaître l'extérieur et de justement monter l'enfermement du personnage. Et je me demandais si c'était justement quelque chose que vous aviez eu en tête avant ou c'est quelque chose qui est arrivé sur le tournage. Et à quel moment ces genres d'idées de mise en scène arrivent aussi d'une façon spontanée et enfin, à quel point les idées que vous avez pour la mise en scène de la fiction, entre guillemets, elles arrivent aussi enfin, à partir de l'endroit où c'est quelque chose auquel vous réfléchissez à l'avance. C'est difficile. C'est difficile de répondre parce que c'est difficile à un moment donné. Quand on fait, c'est peut-être la différence entre le cinéma justement et d'autres pratiques artistiques, peut-être la littérature doit avoir ça. C'est qu'à un moment donné, pour arriver à mener un film, donc à concevoir tout le film, on est obligé de se rendre complètement prisonnier de cette pensée, de se rendre obsédé par ça, et on finit par avoir une organisation rationnelle où il faut préparer les choses de façon rationnelle parce que c'est un voyage, c'est des gens, c'est tout ça. Mais on finit aussi par avoir des espèces par transformer de la pensée abstraite en effet comme ça, comment est-ce que ça va. Ça, c'est en intuition. Et une des intuitions que j'avais en Asie centrale, et justement on rejoint ce que tu disais, c'est la lumière, la lumière centrale. Cette lumière qui est pas la lumière de l'Asie du Sud-Est, qui est une lumière beaucoup plus blanche, c'est pas une lumière qui tourne vers les verts comme dans l'Asie du Sud-Est, mais là c'est une lumière très blanche, très aveuglante. Et souvent il n'y a pas beaucoup de soleil, on voit pas trop, il fait très chaud, mais on voit pas trop le soleil. Et on a cette lumière très blanche qui aveugle tout le temps. Et le croisement entre les idées de mise en scène et ce sentiment que je voulais retransmettre et ce que j'avais vraiment éprouvé a amené à ces fenêtres où je les ai un peu aidés en mettant des projecteurs, mais ce qui étaient les projecteurs, c'était des néons qu'on avait fabriqués avec des caisses en bois. Mais c'est ça aussi que j'aime dans le travail de Charles, et c'est pour ça que je l'admire beaucoup comme metteur en scène, c'est que on sent qu'il y a beaucoup de choses très réfléchies, très préparées, et en même temps que au moment de tourner, au moment de réaliser le film, tout se mélange et ça devient vraiment un geste de création et d'abandon même de sa part, où il est obligé de maîtriser. C'est comme s'il faisait un dispositif très complexe qui est immaîtrisable, comme de tourner en Asie centrale dans ces conditions-là, ou de faire un film en Chine à 10 millions avec la plus grande star chinoise. Il arrive à mettre en scène à placer ce dispositif de production pour, au moment du tournage, presque subir toute cette complexité et arriver à créer une image presque inconsciente et qui est en fait son style. Et il est très obsédé par le cadrage et il a vraiment un œil très précis. Et ce qu'il veut exprimer passe beaucoup plus par le cadrage que par la narration. Et c'est très, très intéressant de le voir travailler parce que des fois tu te demandes mais pourquoi il est en train de filmer ça comme ça? Où est-ce qu'il se met? C'est pas du tout conventionnel. Et quand tu regardes le film, tu te rends compte que c'est par ce cadrage-là justement qu'il arrive à faire passer toutes les notions théoriques qu'il avait en tête, quoi. Je vous remercie beaucoup, Charles, Melville, de cette belle discussion et puis de participer. Merci beaucoup.